Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un podcast autour de sportifs de l'extrême. On va être avec des fous alliés en fait, des personnes qui font du sport de manière excessive et qui adorent ça et qui vont justement vous transmettre un petit peu leurs tips. Je vais donc vous les présenter. On est avec Vanessa Morales, Adam Lemierre McDouglas. Lemierre McDouglas, excuse-moi Adam. Et notre ami Thierry Schmitt, avec qui on a fait un podcast il y a pas longtemps. Écoutez, bonjour à tous. Et je vais donner la parole à Thierry. Salut Thierry. Salut Steve. Et bien Thierry, j'aimerais que tu nous refasses juste un petit récap, un petit récap. Ouais, c'est bien de ce qu'on s'est dit en rapide et que tu nous racontes un petit peu ton histoire et ton suivi de Vanessa. Avec plaisir. Donc Thierry Schmitt, je suis responsable d'Action Vitale et je m'occupe de prévention santé et j'accompagne certains sportifs pour leur performance et surtout les éloigner des zones de blessure. Donc nous avions vu que c'est vrai qu'on était un système qui est un système de recherche et développement qui avait 3,5 milliards d'années et il était difficile d'ignorer cette construction. Et si on s'éloignait de cette construction et des acquis de la vie, on risquait de se tromper. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il était essentiel de boire une bonne eau, faiblement minéralisée, donc ne pas dépasser 30 mg de résidus secs. Ensuite, il était important pour l'apport en électrolytes, qui était à la fois la construction de la barrière réductrice, à tort on dit barrière antioxydante, mais réductrice parce que la vie est oxydation. On avait besoin d'oligo-éléments et de minéraux, tant pour cette barrière que pour les échanges cellulaires. Le sodium, le magnésium, tout est important. Et ça conduisait à avoir une alimentation privilégiée qui est plutôt végétale. Parce que ce sont les végétaux qui vous apportent les minéraux disponibles. Et ce n'est pas souvent dans des pastilles que l'on trouve les bons minéraux et oligo-éléments. Pour ce qui était aussi des aliments, on avait souligné que les aliments doivent être bruts. Arrêtez de penser que des aliments transformés sont meilleurs que les aliments bruts. Ils ont beaucoup de sens et qu'il fallait aussi dans notre quotidien apporter de la conscience dans ce qu'on fait. Prendre le temps de mâcher, prendre le temps de saliver. Et c'est cette salive et cette mastication qui vont permettre de profiter de cette quintessence des aliments. Si vous les gobez, vous n'allez pas les assimiler au niveau de l'intestin grêle et donc ça part dans le côlon et vous avez mangé pour rien en fait et vous allez nourrir des bactéries qui n'avaient pas besoin de manger ces choses-là. Donc pour clôturer sur cette donnée-là, les électrolytes sont importants puisque ils sont dans le végétal. Et ces électrolytes sont extrêmement importants pour le fonctionnement cellulaire et la récupération. Mais au niveau des électrolytes, il vaut mieux les prendre avant l'effort pour qu'on en profite pleinement pendant l'effort et de ne pas se dégrader. Parce qu'il y a des aliments comme les électrolytes qui servent donc à la barrière réductrice. Si j'en ai pas assez, je crée des déchets qui vont me rapprocher des blessures. Donc tout l'intérêt des électrolytes, c'est pas une toxicité, c'est des choses dont j'ai besoin, que je peux stocker. Il vaut mieux les avoir en quantité avant l'effort, plutôt que de se dire que je la prends en boisson de récupération. Alors oui, on va récupérer, il faut récupérer par la suite ce qu'on a utilisé. Mais il faut que j'en ai suffisamment avant pour ne pas me mettre dans l'usure. Voilà. Moi, ce que je privilégierais aussi après, alors en récupération, moi j'aurais une vision particulière sur ce qu'on appelle les oméga 3. Parce que souvent le sport, et quand on use le corps, on va oxyder les bons lipides, ces acides gras polyinsaturés, donc eux il faut les apporter en alimentation. Et on les trouve dans les noix, les amandes, les huiles d'argan, les huiles de colza, les petits poissons gras. Après, avec l'entraînement, les contraintes, le déplacement, il est hyper intéressant de pouvoir avoir toujours ces capsules d'oméga 3 avec soi,
c'est le seul moyen qu'on a facile à absorber ces oméga 3. Vous n'avez pas d'oméga 3 en repas, vous prenez 2 capsules, et voilà. Voilà, moi, en ce qui me concerne sur la récupération, je privilégierais donc les électrolytes, mais déjà très en amont, plutôt en prévention, le plasma marin en isotonie, et les oméga 3 derrière. Après, il y a des apports glucidiques alimentaires raisonnables. Ne cherchez pas à manger trop de glucides, ils peuvent être toxiques et ils dégraderaient ce que vous avez mangé. Voilà. Mais je pense qu'on a l'opportunité d'avoir Vanessa. Elle peut parler de son expérience. Donc, Steve, à toi de lui donner la parole. Super. Très très bon récap. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, Vanessa ? Oui, me présenter, ça va être assez bref. Moi, je suis issue du patinage artistique, donc en gros, j'ai commencé le sport, j'avais 4 ans. J'en ai 39 aujourd'hui et je crois que je me suis arrêtée une petite période pour faire la fiesta comme tout le monde. Ça se voit pas, hein. Ouais. De quoi, les 39 ans ou la période fiesta? Et voilà, et assez rapidement, je suis revenue à ce qui m'animait, et donc c'est la pratique sportive un peu à l'extrême et à outrance, quoi. Voilà. Donc ma pratique actuelle, c'est... En fait, je me considère pas comme une ultra-traileuse, mais comme une ultra-montagnarde, parce que j'aime la montagne sous tous ses angles. Donc il y a un trail qui me plaît, parce qu'il y a un sommet qui me plaît, je vais le faire. Mais un trail parce qu'il y a une compète, parce qu'il y a un enjeu comme ça, non, pas forcément. Et donc voilà, donc en gros, ça représente à l'heure actuelle 25 heures d'entraînement en semaine. Et en fait, ça fait 4 ans que Thierry me suit, et je crois que si j'avais pas rencontré Thierry, il y a 4 ans en arrière, j'arrêtais. Parce que... Tu peux nous dire pourquoi ? Parce que je m'entraînais moins et j'ai été blessée davantage. Donc chaque compète, c'était un calvaire. À chaque fois que je mettais un dossard, en gros, il y avait marqué échec sur mon dossard. Donc voilà, je me blessais régulièrement et je comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais l'impression d'avoir de très bons comportements alimentaires. Au final, j'étais à l'opposé de ce que je fais aujourd'hui. Donc en gros, je mangeais des gros plats de pâtes, je prenais du sucre quand j'avais un coup de mou, mais du sucre, ça pouvait être des bonbons, ça pouvait être n'importe quoi, ou des gels, ou voilà, des trucs comme ça qui me faisaient très mal au bide en plus. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai une récup qui est phénoménale. J'arrive à enchaîner, là, mon dernier truc, c'est que j'ai enchaîné 3 Kilimanjaro sur 8 jours, donc 2 en courant et 1 en mode cool, mais enfin voilà, ça reste quand même des choses où avant, je pense que j'étais pas capable de le faire. Et voilà, quoi. Que dire de... Et donc, du coup, tu parlais de changement alimentaire. Brièvement, est-ce que tu peux expliquer ton changement En fait, j'ai arrêté. Alors, je dis arrêté entre guillemets parce que de temps en temps, et Thierry le sait, moi, je fais partie des bonnes vivantes. Donc, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Mais après, mon quotidien tourne autour de produits frais, de produits non transformés, de plus en plus de légumes crus. Je tourne au plasma marin, ça c'est ma nouvelle drogue depuis 4 ans et je m'en passe plus. Et après je complémente aussi avec donc oméga 3 quand je peux pas en manger et surtout la B12 avant mes objectifs en altitude pour jouer sur le côté hémoglobine. Voilà. Parce que du coup, Thierry, la B12, on la trouve pas partout de qualité. Ouais, alors la B12, on n'en parle pas, pourtant la B12... elle est apparue avec les bactéries qui sont arrivées en anaérobie avant l'apparition de l'oxygène sur la planète. Et donc cette B12, des bactéries de fermentation comme les cyanobactéries, comme la spiruline, ce genre de choses, on comprend aujourd'hui que le mécanisme de la B12 permet au corps de pouvoir fabriquer des cellules lymphoïdes, donc globules blancs, globules rouges, elle participe à la communication neuronale, elle est importante dans les phénomènes de correction de l'ADN, dans les duplications cellulaires, elle est importante, je crois, la fabrication de la myéline, elle est importante également dans le brûlage, dans le cycle de Krebs des lipides. Oui, en plus, elle est piégeur du stress oxydatif et les sportifs font du stress oxydatif en excès. Et on s'est aperçu dans les gens qui faisaient du long qu'il y avait une corrélation entre abandon et faiblesse de B12. Et donc, on a très vite compris que si on n'était pas à un bon niveau de B12, c'était pas possible. Et comme les sportifs sont des surconsommateurs, un peu comme les fumeurs, puisque la B12 sert aussi à éliminer le cyanure et les métaux lourds, enfin ce genre de choses, oui, il faut les complémenter. Alors pour les sportifs, ils font de l'exercice physique, donc quand ils ont de la B12, ce n'est pas un facteur limitant de la fabrication de l'hémoglobine.
C'est pour ça qu'elle qui met à l'effort, elle va en altitude, elle crée un besoin d'oxygène. Parce que la rareté d'oxygène fait que ça sollicite la fabrication d'hémoglobine. Et donc la B12 n'est pas un facteur limitant. Par contre, en santé, la B12 ne fait pas le job si on ne fait pas d'exercice physique. Ouais, parce que si on veut produire de l'hémoglobine, c'est un peu la densité osseuse, quoi. Si vous ne faites pas de la musculature, enfin, vous ne travaillez pas vos muscles, vous n'allez pas créer de densité osseuse. Le corps ne va pas s'emmerder à faire une densité osseuse pour un muscle qui est mou. On est d'accord ? Bah, c'est pareil donc c'est juste la B12 en une petite parenthèse. Voilà, la B12, elle est extrêmement importante, il faut la suivre. Regardez votre hémoglobine, votre fer, votre niveau de B12. Souvent, vous pouvez manquer de fer parce que vous n'avez pas le stockage. Donc, il y a peut-être un facteur limitant B12 qui fait que vous n'avez pas d'hémoglobine et vous ne pouvez pas stocker le fer. Okay. Mais je remets la parole. Très bon pitch. Vanessa, petite question par rapport à ta récup. Qu'est-ce que tu utilises toi en technique de récupération à la semaine ou... Alors, je sais pas si je suis un bon exemple, parce que donc je vais suivre ce qu'on me préconise au Krebs par exemple, donc c'est cryo, massage, les bottes de récup, tout ça je le fais assez régulièrement, mais je m'entraîne 7 jours sur 7. Et en fait, mon entraîneur m'a posé la question au départ de me dire est-ce que tu veux un jour de repos dans ta semaine ? Mais non, parce que je me sens pas bien en fait. Un jour de récup pour moi c'est une perte de temps, donc on a adapté ça. Et je fais souvent une récup active, donc c'est du vélo ou un petit footing. Voilà. Le vélo, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas de... C'est porté et ouais, ça... Pas de contrainte, parce que toi, c'est quand même la course. Donc, Après, je fais beaucoup de vélo. Dans la semaine, en général, c'est un jour course et un jour vélo. On alterne pas mal. Et voilà, mes récup, c'est quand même actif, quoi. Ouais, non, c'est bien. Ouais. Et au niveau physique, tu te sens bien ? Oui. À part la traumato, aujourd'hui, je peux pas dire que je souffre de mes entraînements ou... Voilà, je peux enchaîner des sorties de 8-10 heures. Tu traînes pas des jambes lourdes, tu as une bonne, non, jamais. bonne circulation, bonne vascularisation. Ouais. Très peu de courbatures, voilà, je sais même pas... Je sais plus trop ce que ça veut dire. C'est un changement important quand même, Vanessa, si je peux me permettre. Ouais. Parce que tu te rappelles, à l'époque, ça m'avait coûté d'ailleurs quelques remarques de ton entraîneur. À un moment donné, elle n'était pas en capacité En fait, c'est important, si vous n'avez pas les bons aliments et si vous n'avez pas les électrolytes et faire tout ce qu'il faut en apport, vous pouvez être en surentraînement. C'est-à-dire que dans stress oxydatif, vous allez vous apercevoir que vous dépassez les limites de capacité de votre corps. Et là, vous êtes en blessure. Et il a fallu à ce moment-là dire à Vanessa, je n'avais pas d'autre moyen que de lui dire c'est du repos. Ça m'avait coûté Mon entraîneur, en fait, l'avait super mal pris parce que lui avait l'impression, bon, j'ai changé d'entraîneur depuis, mais c'est vrai que lui, il voyait pas ce côté-là. Et donc, je m'entraînais quasi pareil, ou 6 jours sur 7 peut-être à cette période. Mais je tenais pas, quoi. J'étais mal, j'étais fatiguée. Et Thierry avait dit, là, stop, elle est en surentraînement. Ben non, pas du tout. Puis en plus, j'ai un mental qui fait que sur une séance, je vais tout donner pour dire à mon entraîneur, t'as vu, je suis en forme. Même si je rentre en pleurant, voilà, j'ai fait ma séance. Et en fait, c'est Thierry qui a un peu secoué l'arbre en disant, mais là, stop, il faut repartir de zéro pour qu'elle puisse s'entraîner 6 ou 7 jours par semaine. Et effectivement, on y est, quoi. Donc la progression, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'au départ, elle n'était pas en capacité parce qu'elle apportait pas à son corps les capacités d'eux, alors que maintenant, elle ne me parle plus de repos. Et pourtant, elle est en équilibre. Et cette notion est importante. Si vous n'êtes pas avec les bons apports alimentaires, temps hydrique, la bonne eau, et ainsi de suite, vous allez mettre votre corps en saturation parce que vous n'avez pas les éléments pour qu'il fonctionne. Et donc, le repos est indispensable. Alors peut-être que là maintenant, elle peut aussi, de temps en temps, il faudrait se mesurer et de mettre peut-être un petit peu d'entraînement, un peu de repos à un moment aussi. Mais c'est une notion, un écart important sur la vie de Après, je Vanessa. pense que le repos, je l'ai. Comme je disais, dans la semaine, je vais avoir une semaine de charge. Mais mon jour de repos, ça va être 1 heure de footing ou 1 heure de vélo ou 2 heures de vélo. Voilà. Et ça, c'est mon repos. Mais au final, je le prends comme un repos. Et psychologiquement, dans ma tête, je me dis, aujourd'hui, c'est cool. Donc, voilà. Tu fais juste tourner les jambes. Ouais, c'est ma journée de récup. Mais parce que tu as besoin de faire de l'effort, c'est quoi le... Ah oui, je pense que c'est un besoin. Enfin, j'en suis convaincue même. C'est un besoin. Là, quand je suis blessée, donc je me suis pété des orteils il y a pas si longtemps. J'avais plus le choix puisque je pouvais faire ni vélo, ni course à pied. Au bout de 2 jours, je dors plus, quoi. Je suis vraiment pas bien, des fourmis dans les jambes et puis dans la tête. Tu vois, cette sensation de dire je vais régresser alors que... Elle a le plaisir, elle part de plaisir, Vanessa, j'aime bien. Ouais. Et la dopamine, c'est le plaisir pour le sportif, la dopamine. On en a besoin.
Et je pense qu'il y a une autre hormone du plaisir qu'on oublie, c'est la sérotonine. Et la sérotonine, comme par hasard, vous pouvez l'avoir par l'alimentation. Et l'alimentation, quand vous mangez et vous prenez conscience de ce que vous mangez, que vous prenez le temps de mastiquer, de saliver longuement, vous aurez de la sérotonine qui est aussi une hormone du plaisir. Alors que si vous gobez, vous n'avez pas de sérotonine, donc il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment cultiver également ce plaisir. Et le sportif a tendance à trop gober et à ne voir que la dopamine. Et il faut aussi prendre le temps de bien manger, de préparer à manger, de saliver, de mastiquer. C'est une petite parenthèse, mais dans l'alimentation, on parle trop de molécules et on ne parle pas assez de mode de préparation, de mode de consommation. Voilà. J'aime bien, moi, l'exemple de l'amour de l'homme et la femme. Souvent, je l'ai pris juste avant. Je dis toujours que quand un garçon fait l'amour à son ami, s'il pense à autre chose au moment où il le fait, sa copine risque très rapidement de le rappeler à l'ordre et de lui dire « Je crois que tu n'es pas avec moi. Pour moi, ça ne va pas le faire. Tu remballes les gaules, s'il te plaît, et tu reviendras quand tu seras prêt. » Je crois que c'est important. Toutes les choses de la vie doivent être faites en pleine conscience. Voilà. Et manger sans pleine conscience, vous ne profitez pas de vos aliments. Voilà. Très belle phrase. Ok, merci Vanessa pour ton témoignage. On va poser la question à notre ami Adam. Bonjour Adam. Salut Steve. Adam, déjà présente-toi. Ok, donc moi je m'appelle Adam Lemire McDouglas, j'ai donc 24 ans et en fait l'histoire de ma vie c'est d'aller là où on m'attend pas. Donc moi j'ai été lycéen en échec scolaire où j'étais le dernier de la classe, tout le monde se moquait des notes que j'avais et ça a été un élément déclencheur pour moi et donc je me suis mis à travailler à partir du bac. Et j'ai intégré Sciences Po en master donc, en finance et stratégie. Et donc j'ai validé mon bac avec 15 de moyenne, alors que j'avais 9 de moyenne 3 semaines auparavant. Et j'ai validé mon diplôme de Sciences Po à 18 de moyenne. Donc ça a été un premier élément déclencheur pour moi. Sur la partie sportive, donc, je suis ancien nageur de haut niveau national et quelques meetings internationaux. Et encore une fois, je suis allé là où on ne m'attend pas pour 2 raisons. C'est que je suis passé à la pratique de sport extrême pour 2 raisons. C'est d'abord parce que j'en avais marre de ce rapport au temps que j'avais à la natation, où la performance est conditionnée au temps qu'on fait, et j'avais envie de passer sur le dépassement de soi, mais plus à l'acte. C'est-à-dire que faire une course d'ultra distance, l'objectif c'est avant tout de finir, c'est pas forcément le temps qui prime, c'est la place et l'acte. Et je suis passé en sport extrême pour une deuxième raison, c'est qu'en fait, donc moi j'ai 24 ans, mais j'ai déjà eu 2 accidents de la vie où en fait j'ai frôlé la mort déjà à 2 reprises. Une première fois où c'était une intoxication alimentaire où j'ai fait 6 mois d'hospitalisation pour une bactérie que j'ai eue au Japon, qui était importée du Japon et qui a fait une très mauvaise réaction sur mon corps. Et le deuxième accident de la vie, c'était un acte terroriste dont c'est pas l'objectif de parler aujourd'hui. Mais en fait, ces 2 choses-là, c'est à la fois les plus pires et les plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie. Parce qu'en fait, l'adrénaline que j'ai eue à ce moment-là, en fait, ça a été l'élément déclencheur de me lancer dans les sports extrêmes. Parce qu'en fait, c'est devenu une drogue pour moi. Mais en fait, l'objectif, c'est à travers les actes de sport extrême que je vais faire, c'est cette tentative de retrouver cette sensation, cette dose d'adrénaline que j'ai jamais eue dans ma vie, en dehors de ces contextes-là. C'est pour retrouver ça, en fait, que je fais ça. En fait, je suis un peu un toxicomane du sport, du coup. Une bonne drogue, mais voilà, c'est vraiment pour retrouver ces sensations-là. Et c'est notamment pour ça donc, que j'ai fait ce dernier projet sportif où l'objectif c'était de lier 3 courses, dont 2 que j'ai faites aujourd'hui, donc faire 120 km dans le Sahara marocain, 4 jours de repos à Paris, faire 63 km au pôle Nord. Et je vais faire en mai 2023 le marathon le plus haut et le plus dur du monde sur l'Everest à 6000 mètres d'altitude. Et je fais ça pour avant tout pour des enjeux de société. Donc j'avais fait en mai dernier, comme tu es au courant, une swimrun
avec des champions du monde de natation et de triathlon, notamment Camille Lacour et Hugo Tormento, pour financer la recherche contre le cancer du pancréas. Et là, l'intérêt de ce projet-là, c'est de sensibiliser au réchauffement climatique sous un angle assez intéressant. Donc je me suis entouré d'entreprises sur le marché français et américain, et je me suis équipé de capteurs au Sahara et au pôle Nord pour récolter de la data sur comment le corps humain s'adapte en conditions extrêmes. Et l'objectif, c'est à partir des données qu'on a récoltées, c'est créer des scénarios futurs à partir de l'intelligence artificielle et de la big data, donc avec des entreprises françaises qui sont expertes là-dessus, pour étudier comment une population à plus grande échelle peut s'adapter au réchauffement climatique en étant exposée dans 4-5 ans à un dôme de chaleur parisien, à une vague de froid au Canada ou à une vague humide au Pakistan, et qu'est-ce que ça engendre pour le corps et comment il va s'adapter physiologiquement pour justement pallier ou jouer sur cette interdépendance entre l'homme et son environnement et comment on va évoluer avec ça. Voilà, un sujet très actuel. Et voilà, l'objectif c'est de faire avancer un peu ce sujet-là au niveau du dérèglement climatique, et toujours un intérêt pour le grand public dans mes défis extrêmes. Très bien. Donc on est avec deux fous sur ce podcast, on l'aura bien entendu. Génial Adam. Et du coup, nous on s'est rencontrés il y a maintenant un petit moment, et du coup je t'ai suivi sur cette préparation un peu pour cette dernière aventure que tu as fait là, Sahara plus le grand froid. Est-ce que tu peux parler un peu de ta récup là-dessus ? Alors, je ne vais pas parler d'alimentation parce que je pense que j'ai quelques carences. Mais sur la récupération, du coup, tu m'as donné un regard et un suivi très intéressant, dans la mesure où déjà tu m'as ouvert l'esprit sur ce que c'est que la récupération. La problématique que j'avais en natation, c'est que mon coach m'a enseigné que la récupération se résumait aux étirements après l'entraînement. Donc c'était un peu compliqué de performer. Alors je me suis pas trop blessé parce qu'on n'est pas sur un sport aussi traumatisant que la course à pied. Mais du coup, j'ai eu quelques petits soucis de carrière quand même. Et donc tu m'as enseigné déjà ce que c'est que la récupération à 360 degrés, c'est-à-dire varier plein de méthodes de récupération pour optimiser la manière dont le corps encaisse des charges intenses à l'entraînement. Et moi, ma vision de la récupération aujourd'hui, c'est plus on va optimiser sa récupération, plus on va être en capacité à enchaîner les entraînements à haute intensité. Et je pense que c'est la dimension du sport de haut niveau, où en fait, si on récupère pas bien, on va faire des one-shots, des super entraînements une fois tous les 4 semaines peut-être. Mais si on a une bonne récupération et qu'elle est optimisée, on va peut-être le faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et c'est dans cette répétition-là de performance à l'entraînement qu'on va être en capacité de faire la différence en compétition. Et donc c'est déjà ce que j'en ai retenu. Et donc c'est ce que tu me disais, il y a d'abord l'étirement, ce que je connaissais. Il y a aussi ensuite ce que tu m'as initié, la cryothérapie, le stendo, où on passe sur de la pressothérapie, mais avec une coordination sur la fréquence cardiaque, donc la circulation sanguine, où tu me disais que finalement le secret de la récupération, c'est la stimulation de la circulation sanguine pour éliminer les déchets. Et donc derrière, la suite, c'est vraiment essayer de varier toutes ces méthodes de récupération pour optimiser, parce que comme le corps ne s'adapte pas, plus on va varier les méthodes de récupération, et moins le corps va s'habituer à la méthode que l'on applique. C'est ce que tu me disais. Si on fait un bain froid tous les jours, à un moment donné, le corps sera suffisamment acclimaté et il y aura plus d'effet. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire un bain froid le lundi, le vendredi, et le mardi étirement, le mercredi cryo, le jeudi stendo, etc., etc. Le corps ne s'adapte pas, donc on garde une efficacité sur les méthodes de récupération. Et c'est ça que je retiens, cet éventail à 360 degrés pour optimiser la récupération. Et je vais appliquer le même état d'esprit sur l'alimentation du coup, où on va essayer de avoir cette complétude-là. Et je pense que c'est vraiment la complétude qui fait qu'on maintient cette intensité à l'entraînement. Et ce que tu disais aussi Vanessa, où au lendemain d'un grand défi, on peut tout de suite repartir parce qu'on a justement récupéré et on a adapté son corps à différentes manières de récupérer. Très bien. Bravo, parce que pour le coup, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais t'as bien pigé le truc.
effectivement un panel de techniques de récup, une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne oxygénation cellulaire, donc une bonne respiration aussi, c'est important. Dans les techniques, tu as aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est tout ce qui est caisson hyperbare, tout ce qui est la lumière rouge, la photobiomodulation aussi. Je joue beaucoup sur l'inflammation tissulaire. Prendre le temps de travailler aussi le corps avec des petits checks avec un très bon ostéo ou le meilleur des chiro parisiens qui est Delgis Garcia, mon associé. Je vous le conseille. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien résumé. Et je pense qu'il n'y a pas de règle parce que chacun est différent, chacun il va y avoir des personnes qui vont avoir vraiment une grosse réticence au froid. Notamment toi Vanessa, tu y vas mais c'est pas ta passion quoi. Mais pour la récup, je suis réticente au froid. Ouais. Pour autant je le fais, mais c'est pas ce que je kiffe le plus quoi, ça c'est sûr. Ouais. Et autant en sport extrême, j'adore le froid, tu vois. Mais ça te fait du bien quand tu fais la cryo? Après, pas pendant mais... Ah oui, après, moi je ressens après la cryo un coup vraiment de relâche quoi. Ouais. Donc voilà, c'est propre à chacun, il faut vraiment tester plein de choses. Après là on parle de techniques qu'on retrouve en centre. À la maison il y a plein de choses à faire, l'automassage, effectivement les étirements, il y a l'électrostimulation, mettez des bas de récup. Souvent je le dis mais je préfère le répéter, c'est la première chose qu'on doit faire en sortie de douche, hein. Mettre des bas de récup c'est fondamental. J'ai pas l'impression que Vanessa ça soit un réflexe. Pas du tout. Mais non, c'est pas grave. Ouais, Mais en tout cas, essaye de rajouter ça parce qu'en fait au fond c'est rien, tu vois. Mais tu commences une vascularisation sans rien faire au final. Tu sors de ta douche, tu mets des barres, on n'en parle plus. Donc ça c'est un premier réflexe déjà à faire. Et voilà, consulter. Vraiment, on est expert aujourd'hui dans ce milieu. On est entouré d'experts, notamment avec toi aussi Thierry. Donc interrogez-nous pour vraiment essayer d'optimiser vos performances. Et sur le long terme, ça se démontre avec toi Vanessa. Peut-être Thierry parle un petit peu aussi de tout ce qui est mesure avec... Ouais. Dans la récup, je préciserai qu'on est des êtres électromagnétiques. Et de ce fait, marcher pieds nus, c'est extrêmement important. Marcher pieds nus dans l'herbe, ça permet de se décharger. C'est un peu comme si une maison n'était pas branchée à la terre. Donc on a une tendance à mettre des chaussures, à être isolé. Et à force d'être isolé, on a du surplus d'énergie. Et il faut se libérer. Donc marcher pieds nus, c'est tout simple, mais je retiens les Apaches. Il y avait un proverbe qui disait qu'il fallait toujours marcher pieds nus avant de rentrer dans le tipi pour dormir. Je crois qu'il y a des gestes simples qu'on doit faire. Pour revenir sur ta question sur les instruments de mesure, oui, il y a des marqueurs biologiques qui sont importants. Suivez régulièrement vos bilans lipidiques, contrôlez que votre glycémie n'est pas anormalement élevée, contrôlez que vos triglycérides ne sont pas anormalement élevés. On dit que médicalement, il faut être inférieur à 150 mg décilitres. Mais attention, c'est d'un point de vue médical, c'est pas une notion de performance ou de bien vieillir. Si vous voulez être sous la performance et bien vieillir, il faut plutôt être aux alentours de 60, 70, mais jamais le dépasser. Vous pouvez mesurer, il y a des actions qui peuvent être faites chez Pôle Récup pour mesurer les produits terminaux de glycation, de savoir sur les 5 dernières années, d'avoir une vision sur votre hygiène de vie. Est-ce que vous avez été suffisamment prudent dans votre consommation de sucre ou vous avez été comme tout le monde et vous me présentez des risques de développer des tendinopathies, ce genre de choses. Pouvoir analyser la barrière réductrice salivaire, oui, les mauvais aliments déstructurés, c'est-à-dire avec des sirops de glucose disponibles dès la bouche, permettent le développement bactérien buccal, production de toxines qui vont inflammer vos intestins, attaquer vos gencives et accélérer votre vieillissement. Donc oui, il faut faire très attention, il y a des marqueurs qui permettent de faire ce genre de choses. Pour ce qui est là, on est entre jeunes, du moins vous m'avez accueilli, je suis parmi les jeunes. Je dirais attention plutôt aux toxicités que vous pouvez avoir comme le plastique, faites attention. Ne voyez pas dans le plastique un produit neutre. Le verre est un produit neutre, oui. Le plastique peut avoir tendance à avoir du microplastique. Le microplastique, vous pouvez en avoir 10 molécules par bouteille d'eau que vous consommez. Donc faites attention. Il y a peut-être d'autres techniques, comme filtrer l'eau, qui peuvent être hyper intéressantes. Donc le microplastique, quand vous le consommez, il y avait un chercheur de l'INSERM de Banyuls qui disait que on pouvait consommer 10 microplastiques
par litre d'eau en bouteille, alors que l'eau municipale permettait d'en avoir 200 par an. Mais quand vous consommez 360 x 10, c'est 3600 à regarder par rapport à 200. Donc vous voyez que le microplastique est un problème là-dessus. Il y a forcément dans le plastique des solvants également, des additifs qui font que vous absorbez. Ce n'est pas que le problème microplastique. Et au niveau mondial, le microplastique est un problème parce que c'est un transporteur des bactéries. Ce que je veux dire par là, on comprend aujourd'hui que le microplastique qui circule autour de nous dans l'eau devient un transporteur de virus, de bactéries, de micro-organismes, ce qui fait que vous pouvez exporter au pôle des micro-organismes qui n'ont rien à faire, et vous pouvez aussi accueillir du microplastique qui vient de pays peut-être avec des bactéries qui sont un peu hostiles pour nous. Donc vous voyez qu'on a un enjeu sociétal important, non seulement sur la pollution, parce que ça a un impact CO2 1000 fois supérieur que l'eau municipale, mais en même temps, on va multiplier la combinaison de toxicités qui n'ont rien à faire chez nous. Et est-ce qu'on a l'adaptation pour ça ? On le voit aujourd'hui sur les palmiers qui se font dézinguer par un papillon, par une larve de papillon qui dézingue tous les palmiers parce que ça vient de Chine et que c'était pas chez nous. Donc il faut faire attention. Le microplastique, c'est un souci qui n'est pas uniquement de pollution de notre organisme. Il modifie profondément les équilibres biologiques de la planète. Voilà, je voulais juste souligner, vous êtes jeune, vous avez à changer vos modes de consommation. Voilà. Très bien dit, c'était parfait. Merci en tout cas à vous d'être tous venus pour ce podcast. Conclusion, prenez soin de vous, prenez du temps, revenez aux fondamentaux, bien manger, bien dormir, mastiquer, saliver. Croquez pas le chocolat. Pleine conscience. Exactement. Voilà, vraiment ça c'est vraiment ce qu'il faut en retirer de tout ça. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt. Suivez-nous sur nos réseaux, suivez-nous sur nos chaînes de podcasts, on est disponible sur toutes les plateformes. Je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt!